Moi je suis chargée de faire la synthèse de ce qui a été dit à la fois ce matin dans les plénières et dans les différents ateliers. Bon, je pense qu'on est un peu tous et toutes dans le même état, à savoir, malgré tout, la journée a été dure. Elle a été dure parce qu'on a eu, surtout au début, des récits terribles, des récits de violences policières, des récits de violences judiciaires. Même si, en général, si on est là, c'est qu'on connaît, on a beau avoir l'impression de connaître, à chaque fois qu'on en a le récit, c'est extrêmement difficile. En face de ces violences, le récit, à l'inverse, d'une terrible impunité de ceux qui les commettent. Impunité des policiers, impunité des juges, impunité des préfets, impunité des ministres. Et ce contraste entre la répression d'un côté et l'impunité de l'autre est quand même profondément déprimante. On a eu un tableau, mais je pense tous à la fois atterrés, profondément bouleversés, choqués par les récits des différentes violences policières, un mélange de Kafka et d'Orwell avec des situations très différentes et des efforts de la journée, et quand même d'avoir réussi de fait à mêler de front et à faire parler et parfois même discuter des violences dans les quartiers, les violences face aux luttes écologiques. Et c'était quelque chose auquel les organisateurs de cette journée tenaient, et qui a été fait avec un oubli qui a été souligné, mais qui devrait être comblé parce qu'on ne va pas en rester là. Effectivement, on a très insuffisamment parlé des sans-papiers, et même ça a été évoqué par ceux qui défendent les 4+3++++ de Besançon, qui sont de plus en plus nombreux, les traques contre les migrants à la montagne. Ce qu'a montré la journée, on le savait, mais on l'a vu très clairement, c'est l'extension générale de ces violences qui ne sont pas nouvelles, mais qui s'étendent sur le niveau de la violence, qui s'étendent sur le nombre de victimes, qui s'étendent aussi sur les cibles, puisque de plus en plus de gens sont touchés. En fait, alors que les violences touchaient d'abord des marges coloniales, des marges, je mets dans colonial les dom-toms, les quartiers populaires, puis des cibles précises, les supporters de foot. Et bien maintenant, avec le mouvement des Gilets jaunes, mais déjà avant avec la loi travail, ça touche de plus en plus de monde. Et ça a été souligné. D'une certaine façon, il y a aussi donc une extension de l'espace de la répression, puisque l'on est une partie d'espace qui était marginal, qui était touché par la répression, les quartiers, etc. Et maintenant, plus de centre-ville. La répression gagne de plus en plus. Extension aussi de la répression dans le temps. C'est-à-dire qu'avant, la répression intervenait après les faits. Maintenant, c'est une répression préventive, c'est-à-dire qu'on empêche les gens d'aller à des endroits, on les arrête avant qu'ils ne commettent quoi que ce soit, etc. Extension aussi dans les domaines d'application de la loi, c'est-à-dire des lois qui ont été faites dans un cadre de lutte antiterroriste se retrouvent dans un cadre de lutte politique, où des lois, il y a une circulation en fait de l'application des lois. Résultat, ce dont on a parlé touche de plus en plus de monde, de plus en plus d'espace, et a des conséquences de plus en plus importantes. Tous les âges aussi, ça a été souligné, des jeunes, des lycéens, mais aussi des personnes âgées qui sont victimes de violences. Et on est passé aussi de cibles de violences racisées à des violences, des victimes blanches. La conséquence de tout ça, c'est pour ça que c'est dur à écouter, c'est toutes ces vies brisées dans leur chair, brisées dans leur esprit, brisées dans leur famille, brisées aussi sans doute dans les conséquences professionnelles, parce que quand on n'a plus le droit de se déplacer, quand on a des interdictions, ça a des conséquences très importantes pour leur vie professionnelle, avec en plus des asphyxies financières qui fait que les gens se retrouvent dans des situations très dures. Ouais, c'est pas très drôle tout ça. Et par ailleurs, la conséquence aussi, c'est que les luttes, qui sont quand même à la base, elles sont de plus en plus asphyxiées par cette répression. D'abord parce que la répression, on en a peur, donc ça décourage. Combien hésitent à aller en manif parce qu'ils ont peur de se prendre un truc, ou disent à leur gamin, c'est mon cas, mon fils quand il veut aller en manif, en fait j'ai pas envie qu'il y aille, alors que j'ai super les bouts de lui dire, je suis en train de dire à mon fils de ne pas aller manifester, alors que j'aimerais bien qu'il y aille en fait, je sais plus, en tout cas c'est compliqué.
C'est aussi des gens, ça a été dit à plusieurs reprises, hein, qui avant étaient mobilisés sur la lutte, c'était leur truc, ils se battaient, puis maintenant en fait le mouvement, soit eux, soit tout le collectif, il est focalisé dans la lutte contre l'injustice et contre les répressions. Et en fait, ça mobilise du temps, ça mobilise de l'énergie, ça fatigue, et en fait c'est toujours ça qui n'est pas pris pour la lutte. Au point d'ailleurs que dans un des ateliers, il a été dit qu'au bout du compte, quelque part pour la justice, peu importe, même si tout le monde va se faire à la fin, parce que les dossiers sont faibles, même s'il y aura une relaxe, au bout du compte, ça a anéanti la lutte, parce que les gens n'ont pas pu se rencontrer. À Bure, c'est très net. Sans compter que donc ça coûte très cher et qu'il y a une véritable asphyxie financière, d'où l'importance effectivement de participer aux caisses quand on peut, de financer, fût-ce par des petits moyens, mais quand on rajoute plein de petits moyens, ça peut finir par faire quelque chose. Et puis il y a quelque chose qui n'a pas été forcément abordé, mais que je voulais peut-être juste ajouter, même si ça a été dit un peu dans l'atelier 3, c'est qu'au bout du compte, ça a aussi des conséquences chez chacun d'entre nous, au sens où on est tous à s'auto-contrôler au bout d'un moment. On commence à se demander ce qu'on a le droit de dire publiquement ou pas, parce qu'on hésite quand on prend, quand on écrit un post, quand on fait cela, parce on sait maintenant qu'on peut se faire se retrouver devant un procureur, un juge, pour avoir dit quelque chose sur les réseaux sociaux. Et en fait, c'est Laurence de Coq qui me dit ça tout à l'heure, on subit tous des sortes de perquisitions mentales. En fait, ça a été dit aussi dans l'atelier 3, on a fini par être notre propre geôlier, nos propres censeurs. Et finalement, ça c'est très grave aussi, parce qu'il ne faut pas qu'on se laisse aller à ça, et en même temps, c'est normal qu'on y pense et que ce soit présent. Ajouter à ça, quelque part, le fait que c'est un peu comme, vous savez, la métaphore de la grenouille, là, vous la mettez dans l'eau froide et puis vous montez l'eau, et puis en fait, elle ne se rend pas compte qu'elle est en train de cramer, quoi, enfin de crever en fait. Ben là, c'est ça, c'est-à-dire que plus ça va, plus la violence est importante. Et comme l'a dit un militant de Bure, par exemple, à chaque fois qu'un palier de répression est franchi, ça signifie que le palier précédent a été accepté socialement. Et en fait, on accepte de plus en plus, à la fois nous et alors par ailleurs, l'opinion publique en général et des franges entières de la population qui ne réagissent pas à cette violence. Et qui, par leur silence, par pire, quand ils disent finalement ils l'ont bien cherché, le terme a été utilisé à plusieurs reprises, à la fois on a l'impression d'être plus nombreux à lutter contre et à s'en alarmer, et en même temps ils sont très nombreux à ne pas voir le problème, ce alors que le problème est présenté. Donc d'un côté, il y a de fait une plus grande conscience des violences. Ça a été dit, hein, les gilets jaunes, les gilets jaunes de Saint-Nazaire qui disaient en fait on s'est rendu compte de ces violences, on n'en avait pas conscience avant, et ça c'est de fait parce que comme il y a une extension du domaine de la répression, il y a une extension du domaine de sa prise de conscience. Et en même temps, il y a de plus en plus de gens aussi qui sont au mieux résignés, au pire complices. Ça me fait penser à une phrase qui dit « Le monde ne sera pas détruit seulement par ceux qui commettent le mal, hein, mais aussi par ceux qui le contemplent. » Et c'est-à-dire qu'ils le contemplent sans rien faire. Et donc il faut réagir à ça. Et c'est pour ça qu'il faut riposter à l'autoritarisme. Et résultat, que faire? C'est le deuxième moment finalement de cette restitution. Alors le problème, c'est qu'on ne peut pas trop compter sur le politique. Alors sur le pouvoir actuel, ça on a compris, bon ça on ne sait pas un truc. Il y a un point qui a été juste esquissé ce matin, mais qu'on n'a pas soulevé. Alors je ne sais pas si ça a été soulevé dans des ateliers, mais moi je ne l'ai pas vu. C'est le fait que malgré tout, on n'a pas beaucoup de relais dans les forces d'opposition politique. Sans doute moins qu'il y en a eu par le passé. Jaurès défendait beaucoup plus les anarchistes qui étaient arrêtés en 1893 que l'on a maintenant des soutiens politiques. Alors il y en a un peu, hein, des luttes là au Sénat ou à l'Assemblée, ils luttent contre l'article 1 de la loi Blanquer. Dans d'autres moments, on a des prises de parole, mais enfin, ça ne va pas très loin en termes de soutien. Hein, et il y a certaines forces qui se disent de gauche, j'ai tendance à considérer qu'elles ne le sont plus, mais ça c'est une autre affaire, mais qui n'apportent absolument aucun soutien dans les cadres de répression. Donc là, il y a quelque chose, ça n'a pas été abordé, mais je pense qu'il faudrait y réfléchir. On ne peut pas non plus compter, on l'aura compris, sur la justice ni sur la police des polices, ça a été dit très clairement ce matin par les familles de victimes policières. Difficile aussi de compter sur les médias. Alors certes, d'un côté, il y a de plus en plus de médias indépendants qui permettent de divulguer, et heureusement qu'ils sont là, mais de l'autre, il y a une crispation des médias dominants, des élitocrates, hein, qui en vont même jusqu'à espérer que l'on tire sur la foule pour que tout ce désordre ne s'arrête. Donc, comment faire? Eh bien, en fait, on peut compter sur nous, et c'est ce qui se dégage de tous les moments où on a essayé de trouver des solutions.
il faut, ça a été dit, saisir par nous-mêmes des formes de résistance. Et déjà, s'autodéfendre d'une certaine façon. Et un moyen de s'autodéfendre, c'est de diffuser, de connaître nos droits. De connaître nos droits comme arrêtés, de connaître nos droits comme inculpés, et donc de diffuser le plus possible les moyens qui nous arment, en fait, contre ces répressions judiciaires. Contre la répression policière, malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose pour l'instant. Et puis, surtout, ce qui a été dit, redit dans tous les ateliers, la solution, c'est le collectif. Il faut rester le plus unis possible, le plus unis dans les collectifs de lutte locaux et s'unir entre collectifs et entre collectifs de lutte qui se ressemblent comme de lutte qui ne se ressemblent pas a priori. Il faut cette alliance, il faut ces convergences, il faut, a-t-on dit dans l'atelier 4, collectiviser le problème. D'autres ont dit qu'il faut rester soudés. Ça, c'est Gaspard Gans qui disait ça dans l'atelier 4, m'a-t-on dit, au sein des journalistes. Il faut réussir à créer beaucoup plus de collectifs qu'il y en a. C'est vrai qu'il y a aussi des divisions, des divisions syndicales qui ont fait qu'on va plus soutenir celui de son syndicat qui est attaqué que ceux d'autres syndicats, alors qu'en fait, il faut soutenir tout le monde quand il est attaqué. Autre élément qui a été relevé, je rends compte de ce qui a été dit dans les ateliers, c'est pas forcément, la plupart du temps je partage, mais je fais surtout du résumé de tout ce qui a pu être dit. Il faut visibiliser, ça a été dit à plusieurs reprises, il faut dire, il faut raconter, il faut faire attention, ce faisant, à ne jamais réduire le militant à la victime, mais raconter, garder, le laisser comme acteur politique tout en dénonçant les violences. Il a été proposé dans un atelier de faire un observatoire des violences policières et judiciaires, mais un observatoire qui rassemble à la fois journalistes, chercheurs, mais aussi acteurs et victimes, et qui mêle un rassemblement des données, et de toutes les données, et donc du quantitatif, et aussi des témoignages, parce qu'il faut que les gens entendent les témoignages. Il y a peu de témoignages qui circulent, et c'est vrai que quand on entendait par exemple la sœur de la ligne ce matin, le nombre de fois où j'ai entendu la famille Traoré, il faut que les gens entendent. En fait, ça circule beaucoup moins dans le milieu, ça circule, mais ça ne circule pas assez. Et puis, là, par contre, c'est un débat, c'est-à-dire que certains pensent qu'il faut repolitiser ces questions. Il faut repolitiser ces questions, ce que disait Vanessa Codaccioni, c'est-à-dire d'abord rappeler que toutes ces criminalisations des luttes visent dans le cadre des luttes politiques pour des raisons politiques et de ne pas se laisser avoir par les chefs d'inculpation qui semblent ne pas relever du politique, mais aussi rappeler que les violences policières dans les quartiers, c'est politique. Mais d'autres ne sont pas d'accord avec cette repolitisation. Le débat a animé un des ateliers, il n'est donc pas tranché, ce qui implique qu'il faut donc sûrement continuer à l'avoir, puisque les gens ne sont pas d'accord sur ces questions. Voilà, donc ça c'est pour l'essentiel de ce qui a été dit, une impression générale malgré tout de pessimisme, mais de pessimisme mêlé avec l'envie d'agir et l'envie de lutter, et j'espère que c'est ce qui va nous conduire pour la suite, mais je laisse à Fatima la possibilité de dire quelles sont les perspectives.